Donc, bonjour tout le monde, je pense qu'on va commencer avec 4 petites minutes de retard, qu'on va essayer de ne pas amputer l'événement suivant de ces 4 minutes. Donc on va terminer comme prévu à l'heure, à 15 heures précises. Donc c'est pour vous remercier d'abord d'être avec nous, me présenter. Donc je m'appelle Marwan Touari, donc je suis conseiller auprès du président du Conseil national des droits de l'homme du Maroc. On était en charge des activités de la société civile lors de la COP 22. Et c'est à ce titre que je suis ici. Donc je remercie les panélistes d'avoir accepté de prendre part à ce débat qui aura lieu, quand on en saura un peu plus, j'espère, après sur la plateforme des PLPA, que vous connaissez très bien. Et je précise non sans fierté qu'on y a contribué un tout petit peu lors de la COP 22. Donc voilà, donc je commence par présenter nos intervenants, puis je céderai la parole à tout un chacun pour une quinzaine de minutes, pas plus. Et Hindu aura un peu plus de temps parce qu'elle va parler au nom de 2 personnes. Donc au nom de la représentante de la CNUC, de l'UNFCCC qui n'a pas pu être avec nous. Donc ce Hindu, on ne va pas la présenter, elle est co-chair de l'Alliance des populations autochtones. Et donc il y a aussi avec nous Mohamed Hnaidan qui est le président de l'AIPAC, qui est d'origine marocaine. Puis il y a 2 amis qui nous viennent du Burkina Faso. Il y a d'abord à ma gauche Pamoussa Ouedraogo, j'espère que je n'écorche pas le nom, qui est du secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable. Et puis à ma droite, il y a Idrissa Zoba, qui est du DGM, qui va nous expliquer après, donc qui représente un peu le point de vue de la société civile. Voilà, donc sans plus tarder, je donne la parole à notre ami Pamoussa pour nous présenter un peu les grandes lignes de leur programme du gouvernement au Burkina Faso à ce sujet. À vous la parole. Bien, merci. Je voudrais donc, d'entrée de jeu, dire merci également à la société civile pour cette initiative qu'elle a prise pour effectivement nous inviter sur cette table d'échange. Et je parle donc au nom du Burkina Faso par rapport aux initiatives qui sont développées dans mon pays. D'abord, en ce qui concerne ce qui nous réunit aujourd'hui à travers la conférence des parties sur les changements climatiques, je voudrais dire qu'un des documents phares qui nous a réunis, c'est beaucoup plus le document qui concerne un peu les contributions déterminées au niveau national. Et le Burkina, justement, à l'instar des autres États, a effectivement élaboré son document de référence pour montrer un peu son engagement au niveau international, mais également au niveau national, sur les mesures de réduction donc, des émissions de gaz à effet de serre au niveau du Burkina. Alors, sur ce document, il faut d'abord dire que c'est un document qui prend donc sa source à partir de la référence de 2007. 2007 parce que c'est l'année où effectivement nous avons établi donc le scénario de référence par rapport donc aux émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs, dont notamment en tant que pays sahélien, mais également en tant que pays dont l'économie est basée sur le secteur primaire. C'est beaucoup plus des secteurs comme l'agriculture et la foresterie qui fait beaucoup plus le focus dans notre NDC, suivi également donc des secteurs comme le déchet, le transport et les industries manufacturières. Et rien que pour le secteur, par exemple, de l'agriculture et de la foresterie, c'est pratiquement 88% donc des émissions. Donc, c'est pour vous dire que notre NDC est beaucoup plus basé sur des aspects qui tendent donc vers des initiatives allant dans le secteur donc, du développement rural. Et qui parle donc du secteur du développement rural touche directement donc les intérêts des communautés. Ailleurs, on parle de populations autochtones, mais dans le contexte du Burkina, nous parlons beaucoup plus de populations locales, de communautés riveraines, donc des zones à fort potentiel de production agro-silvopastorale. Donc, pour ce qui concerne également le NDC, c'est bâti effectivement sur ce secteur potentiellement de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Mais pour stimuler le document, nous avons donc eu deux scénarios essentiels. À partir donc du scénario de référence, il faut dire que nous avons un scénario inconditionnel qui est celui-là qui est déjà, dont déjà les actions sont déjà entreprises au niveau national.
Et là, c'est des initiatives qui sont aussi portées aussi bien par les gouvernements, la société civile et les populations locales, qui contribuent effectivement à réduire donc les émissions de gaz à effet de serre. Et à ce niveau, nous avons une ambition de 6,6 en termes de réduction, donc par rapport au scénario tendanciel, donc le usual business. Alors, pour ce qui concerne l'autre aspect qui est le scénario conditionnel. Le scénario conditionnel, c'est celui-là qu'il faut, donc avec l'appui des partenaires et avec l'engagement donc des populations locales, développer un certain nombre de projets, de programmes pour pouvoir atteindre les ambitions que nous nous sommes fixées. Et ces ambitions, si elles sont réunies, nous amènent donc à un effort de réduction allant de l'ordre donc de 11,6%. Ce qui fait que l'engagement de notre pays pour la réduction se chiffre à 18,2 en termes d'efforts par rapport à l'année donc de référence que nous nous sommes fixés, qui est l'horizon 2030. Et naturellement, il faut dire que par rapport également à ce document de référence, comme il est multisectoriel et multidimensionnel, nous avons la préoccupation donc de prendre en compte les intérêts des populations locales. Donc, tous les programmes qui ont été répertoriés prennent en compte donc la préoccupation des populations locales. Alors, pour encore dire, pour ce qui concerne ce document de référence en termes d'engagement du pays, il faut aussi noter que notre pays s'est beaucoup plus focalisé sur une certaine coopération aussi bilatérale, mais aussi multilatérale pour mobiliser donc les financements. Et en termes de besoin de financement, il faut dire que par rapport à notre NDC, nous avons un besoin de financement dans le conditionnel qui se chiffre à plus de 750 millions de dollars US. Donc, ce qui nécessite un effort de mobilisation et avec également l'appui des initiatives des communautés locales, des populations locales. Ça, c'est pour ce qui concerne les grands points sur lesquels je voudrais résumer le NDC de Burkina. Mais ce que je dois ajouter par rapport à ce document, c'est que nous nous sommes beaucoup plus basés sur les aspects d'adaptation. Ce qui fait que nous avons également fait un scénario que nous avons appelé un scénario hybride qui permet effectivement de faire la synergie entre l'adaptation et la mitigation, qui fait que nous avons des efforts à faire par rapport donc au secteur primaire en termes de récupération des terres dégradées. Je le disais que nous sommes un pays sahélien. Et également en termes d'initiatives en nous appuyant sur les savoirs locaux. Et c'est là effectivement que nous avons au niveau du Burkina développé un certain nombre de bonnes pratiques. Et nous avons répertorié au niveau national 55 bonnes pratiques qui vient naturellement donc des initiatives, des savoirs locaux, donc des populations locales. Et ça, c'est effectivement à mettre à l'actif donc des efforts donc de la population locale. Et on ne peut pas bâtir le développement sans effectivement tenir compte des savoirs locaux et des initiatives qui sont portées par ces communautés. Et ça, c'est vraiment un point important sur lequel le Burkina, en tout cas, s'investit pour prendre en compte les besoins des populations locales. Alors, d'autres aspects qu'il faut aborder, c'est les aspects de politique. Vous savez, je dis que je parle au nom du gouvernement. Et il faut également un environnement favorable à toutes ces questions. Nous avons beau vouloir faire le développement, si on n'intègre pas un environnement favorable, politique favorable, ce qui veut dire que nous n'avons pas la possibilité effectivement d'engager les partis. Et à ce niveau, le Burkina, comme naturellement d'autres pays, a un référentiel national de développement, qui est le plan national de développement économique et social, à l'intérieur duquel il y a des axes qui sont précisément consacrés aux savoirs locaux, mais également aux efforts de résilience donc, des populations par rapport au changement climatique. Ça, c'est un aspect important. Et nous avons également développé au niveau national une stratégie nationale d'apprentissage sur les changements climatiques, assortie d'un plan d'action. Et au niveau donc de ce plan d'action, il y a un axe carrément consacré à la promotion donc des savoirs locaux en termes de suivi, de capitalisation, mais également en termes de diffusion donc de ces bonnes pratiques en termes d'apprentissage sur les changements climatiques. Tout cela pour montrer un peu qu'au niveau politique, il y a également des engagements qui sont effectivement pris et l'État, en tout cas, s'engage à accompagner donc les initiatives des populations locales. Et du reste, en ce qui concerne donc la gestion décentralisée, parce que nous sommes dans le processus donc de la décentralisation, il y a des efforts qui sont faits effectivement pour accompagner les communautés afin qu'ils prennent
en charge elles-mêmes les destinées de leur développement. Ce qui fait qu'il y a des initiatives également qui sont développées à ce niveau pour permettre aux communautés de vivre donc, des ressources naturelles, naturellement, mais également de tirer grand profit donc, des dividendes naturellement à travers donc, les services écosystémiques. Et ce faisant, il y a également des initiatives qui sont développées par le gouvernement pour accompagner ces initiatives locales à travers un certain nombre de programmes comme les programmes d'adaptation basés sur les écosystèmes. Ça, ce sont des initiatives, mais également des programmes qui travaillent effectivement à maintenir les populations locales durablement autour donc, des aires de conservation qui sont créées et gérées elles-mêmes par les populations. Donc c'est en cela que ces questions peuvent être durablement traitées. Alors parlant maintenant de la plateforme. Alors je crois que le Burkina, en tout cas à travers donc, les engagements qui sont faits au niveau national, parce qu'il y a un partenariat qui est fortement établi entre la société civile, les populations locales et l'État central. Donc, naturellement, cette plateforme est beaucoup appréciée par le Burkina et la position du Burkina est assez claire par rapport à l'existence de cette plateforme parce qu'elle vient de façon spécifique aborder des questions qui touchent à des communautés vulnérables donc, aux aspects de changement climatique en termes d'adaptation et d'atténuation. Donc, toutes ces questions doivent être adressées. Et donc, dans le mécanisme qui est mis en place en termes de coordination, il faut dire que nous avons au niveau national, au sein du gouvernement, mis en place un certain nombre d'organes basés donc sur des plateformes au niveau national, sur les questions de REDD+, et de gestion durable des terres, mais également des questions de plateformes qui sont délocalisées au niveau régional pour prendre en compte les spécificités donc, des régions et des communautés. Et ces plateformes sont désagrégées jusqu'au niveau communal. Donc ça, c'est un mécanisme qui peut permettre effectivement de prendre en compte la spécificité donc, de cette plateforme qui va être développée pour pouvoir le mettre dans un mécanisme déjà existant pour ne pas créer d'autres plateformes. Et pour nous, cette plateforme va s'insérer dans la dynamique nationale pour qu'elle puisse effectivement être durable et prendre en compte les questions spécifiques aussi bien dans les politiques de l'État que dans les politiques donc, des communautés régionales. Si j'ai bien compris, c'est institutionnalisé, donc c'est très bien, mais est-ce que vous avez des suggestions par rapport à la mise en pratique réelle pour le secrétariat de la CNUC, pour là où on est dans le contexte actuel? Parce que là, c'est très bien, vous avez fait beaucoup d'efforts, c'est louable, c'est très bien, mais on le sait tous, qu'il faut une dynamique internationale pour que ce soit plus probant. Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous avez des choses en tant que parti? En tant que pays parti ici? Oui, en tant que pays parti, naturellement, nous avons un certain nombre de suggestions. Ce qui est sûr, les directives qui sont données au niveau donc, international doivent s'inscrire également au niveau des visions nationales. Ça, c'est certain. Et dans tous les cas, nous sommes dans un mécanisme de négociation où c'est des intérêts qui doivent être effectivement défendus. Et comme je le disais, nous travaillons effectivement à ce que les intérêts donc, des populations locales soient préservés donc, dans ce mécanisme. Donc, dans l'architecture qui est proposée, nous nous retrouvons parce qu'elle va s'inscrire effectivement déjà dans un mécanisme qui existe au niveau du Burkina. Donc, nous retrouvons parfaitement dans le schéma qui est proposé. Et je pense que cette désagrégation, M. Zeba, qui est de la société civile, qui travaille beaucoup plus sur les questions du DGM, en tout cas, est partie prenante donc, aux discussions qui sont engagées au niveau national. Donc, en termes de suggestions également, nous pouvons dire qu'il faut travailler également avec des synergies avec d'autres initiatives qui existent. Et je voudrais également mentionner à ce niveau des questions qui sont adressées au niveau national dans le cadre donc, de la Convention sur la biodiversité, à travers donc, le protocole de Nagoya, où les questions sont adressées sur les intérêts des populations locales, à travers donc, les mécanismes pour l'accès et le partage juste et équitable des ressources. Donc ces aspects sont effectivement abordés. Et ces deux aspects en termes d'accords convenus, de commun accord, mais également les aspects liés au consentement préalable en connaissance de cause, justement pour prendre en compte les intérêts des populations locales. Et nous sommes dans ce mécanisme et le cadre réglementaire est en élaboration. Nous sommes en tout cas beaucoup plus avancés par rapport à ces questions pour que les intérêts des populations locales soient pris en compte. Du reste, dans l'architecture, en tant que pays parti, nous veillerons à ce qu'effectivement ces intérêts soient préservés pour nos populations locales. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers Hindou, à qui je demanderai. Pardon?
Oui, on peut applaudir. Tout à fait. Non, on avait dit toi. Ah, ok. Donc, moi, je voulais faire intervenir Indo avant Hnaidan, mais bon, Indo, on a décidé autrement. Donc, je passe à notre ami Mohamed Hnaidan, qui est le président de l'AIPAC, pour embrayer sur les dires de notre ami du Burkina Faso et nous expliquer un peu la position de l'AIPAC quant à la plateforme et ce qu'il compte faire en termes de stratégie internationale à ce sujet. À toi le parole. J'ai un PowerPoint. Hein? Il y a un PowerPoint. C'est ça? Is it okay? Yeah. Ok. Alors, tu peux changer. Oui. Ok, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Marwan, d'avoir accepté de présider cette séance. Donc, je prends la parole au nom de l'EPAC, Comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique. Donc, mon intervention va se baser sur le rôle, les savoirs traditionnels des peuples autochtones d'Afrique et le changement climatique. On va prendre seulement quelques exemples. Donc, nous avons le rôle de l'EPAC dans la promotion des savoirs traditionnels en Afrique et les savoirs traditionnels, comme exemple, au Maroc, un modèle d'adaptation au changement climatique. Donc, nous avons ici, l'EPAC en tant que réseau international, en tant que réseau africain. Donc, c'est un réseau des peuples autochtones de plus de 155 organisations. Il représente plus de 22 pays d'Afrique et les 6 régions. Donc, nous avons la région, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est et le bassin du Congo et les Grands Lacs. Donc, l'EPAC travaille, en quelque sorte, dans plusieurs pays de l'Afrique. Nous avons, l'EPAC a fait plusieurs études, plusieurs ateliers au niveau des pays d'Afrique. On va prendre un exemple de l'Aïr du Niger, donc la réserve nationale de l'Aïr au Niger, au nord du Niger. C'est une des plus grandes zones protégées en Afrique, couvrant 700 360 km². Le site est au cœur du sultanat de l'Aïr, une autorité autochtone traditionnelle. Elle est le territoire des pastoraux nomades, des semi-nomades, des Touaregs. Donc, les Aïrs de Timia, Taballout et Ifrouane, gérés par les Touaregs selon leur tradition, selon leur savoir traditionnel. Nous avons la carte ici, la situation de la région d'Ifrouane au nord. Donc, c'est une zone très stratégique, c'est une zone occupée par les Touaregs et c'est une réserve du patrimoine international. Nous avons une photo de l'Aïr. Les savoirs traditionnels donc non. C'est le petit bouton. C'est le petit bouton rouge. Ici? Comment? Ça, ok. Voilà. Donc,
Donc, ce site du patrimoine biologique est dans une situation précaire à cause des effets du changement climatique. Le cas du Niger rappelle que la bonne gouvernance des sites est toujours construite sur une intégration des valeurs locales et autochtones et des systèmes de gestion et d'espaces de coordination avec la capacité de l'État, avec ses devoirs et ses ressources. Nous avons un autre cas, c'est le cas de lac Okavango, un patrimoine naturel universel. Ce lac de Okavango est le point des rencontres de la faune de l'Afrique de l'Ouest depuis des millénaires. Elle est gérée par les peuples autochtones depuis toujours. Aujourd'hui, les effets du changement climatique apparaissent et infectent la faune et la flore de la région. Le delta, comme vous le voyez, de Okavango est inscrit comme une zone humide depuis 1997. Les peuples de San, de delta de Okavango, occupent ce territoire depuis des millénaires. Ils constituent et continuent à gérer selon leur savoir traditionnel. Donc, comme vous voyez, les savoirs traditionnels des peuples autochtones est très important pour maintenir et gérer les espaces de la biodiversité. Nous avons également d'autres exemples. Je fais rapidement, je pense. Nous avons quelques exemples du Maroc. Les savoirs traditionnels et l'adaptation au changement climatique, nous avons 3 exemples. L'Agadir, qui veut dire grenier collectif, et l'Agdal, qui veut dire gestion des aires protégées, et Tanast, qui veut dire système de distribution de l'eau. Pour j'ai toujours le problème. Donc, pour le système de distribution de l'eau, le cas de Tanast est un système de l'irrigation par quota, géré par la population autochtone de la région de Tafilalt au sud du Maroc. Donc, le Tanast est un bol en cuivre percé en son fond qui permet la rentrée d'eau et un remplissage complet entre 9 à 15 minutes, ce qui permet un chronométrage de l'irrigation. Chaque famille a un quota qui est une propriété qui peut être louée ou vendue aux membres, seulement aux membres de la communauté locale. Tous les litiges entre les gens profitant du système sont réglés par la loi coutumier. Nous avons la carte du Maroc et nous avons la localisation de la région de Tafilalt qui est au sud-est du Maroc. Nous avons le résultat du système de la gestion de l'eau. Nous avons Tanast comme unité de chronométrage de l'irrigation. Nous avons le résultat de la gestion, de l'eau dans cette région. Nous avons un deuxième système. Le deuxième système, c'est le système de l'Agdal. Donc, l'Agdal, c'est un système de la gestion des aires protégées basé sur la loi coutumier. C'est aussi un système de préservation des espaces communs et des ressources naturelles. Agdal est un terme qui désigne un territoire
soumis à des mises en défense temporaires. La fermeture et l'ouverture de ces espaces sont gérés par un droit coutumier strictement respecté. Le pâturage se fait après le ramassage des récoltes. Donc, l'Agdal est un espace de l'équilibre, de la biodiversité. Tout a droit de respect. Les oiseaux, les reptiles, et parfois on utilise la pédagogie de la sacralité pour imposer le respect de la nature. Donc, nous avons les aires protégées de l'Arganier au sud du Maroc. Vous savez que l'Arganier, la forêt de l'Arganier, existe uniquement au Maroc, au sud du Maroc. Nous avons la loi du pâturage de l'Agdal. Donc, vous voyez que durant du octobre jusqu'à avril, les gens ne peuvent pas entrer dans l'Agdal. C'est après la récolte qu'on doit rentrer, qu'on doit effectuer le pâturage dans les Agdal. Nous avons également, je n'ai pas beaucoup de temps, c'est Marwan, donc nous avons le dernier système, c'est le système d'Agadir. Donc Agadir est un grenier collectif bâti et géré par la tribu autochtone. C'est un savoir traditionnel tangible qui a plusieurs fonctions, rejoignent toute une seule finalité, l'adaptation à la rareté due au changement climatique. C'est un lieu de réserve des récoltes lors des années abondantes, mais aussi c'est un lieu d'approvisionnement lors des années de disette. Le grenier collectif incarne le génie amazigh dans toutes ses dimensions et de l'identité marocaine rurale. Donc nous avons un exemple d'Agadir. Les égouts d'art sont généralement inaccessibles. Ce sont des fortifiés. L'intérieur de l'Agadir, donc chaque famille a des îlots, des petites chambres dans lesquelles on réserve les choses très précieuses de la tribu. Nous avons, donc je finis, Marwan, nous avons quelques recommandations. Donc, recommandations à la COP 23. Première recommandation, donc sensibilisation et l'importance en tant que patrimoine universel et un moyen de l'adaptation concernant les savoirs traditionnels. Renforcement des capacités de la population et communautés locales afin de préserver et valoriser ce patrimoine pour une adaptation rationnelle et opérationnelle. Troisième recommandation, répertorier, c'est très important. Répertorier ce savoir traditionnel à travers la régionalisation. Donc chaque région dans chaque pays doit réserver un fonds pour établir ce répertoire qui sera comme une base de données nationale et internationale et partageable. Cinquième recommandation, l'introduction. C'est très important. L'introduction dans les manuels scolaires pour garantir la transmission de ce patrimoine aux généraux futurs. Tanmert, merci. Tanmert. Alors, merci. Les recommandations sont très ambitieuses. Je vous souhaite beaucoup de courage pour venir à bout de vos recommandations. Maintenant, sans plus tarder, je passe la parole à Hindou Omarou, qui va nous parler elle va parler en deux temps. D'abord, elle va nous expliciter un peu la position du FIPAC sur la structure de la plateforme. Puis après, je pense qu'elle va prendre la parole à la place de la représentante de la CNUC qui n'a pas pu être avec nous, Rosina. Donc, et c'est en ce moment qu'elle va s'exprimer en anglais, j'imagine. Voilà, à toi la parole. Thank you very much.
Merwan, merci beaucoup et je suis contente aussi d'être là au panel. And then, yeah, Regina is not there. Then it seems like I'm alone, a woman in this panel. So the privilege is I'm going to make two presentations of the women in one. So let's see if it's going to make the sense that women are there and I'm doing the two presentations. So Regina is not with us. Normally she's supposed to present these presentations. So I'm going to give you the update on Indigenous Peoples Knowledge Platform process that we had. So firstly, in this slide, you can see from the date and from where we come with the platform. So it was the adoption of the Paris Agreement when we have the 5 references, and then we had the decision 135 for the establishment of the Indigenous Peoples Knowledge Platform. So from this one, we move to the COP22 in Marrakesh to see how we can make this decision implemented. So in order to implement it, it was not just like going to the negotiation because it's a new item. So we had a process of consulting with indigenous peoples. So we have been consulted between the Morocco presidency and indigenous peoples and the Secretariat. So 2 times when we discuss on this platform and then we agree on how we can going to proceed. So we said we have to define the purpose, the function, and then if through those mechanisms, the structure, and then we can start discussing. So we had 2 negotiations there with the state parties. And for the first time, the state parties at the UNFCCC history, they leave indigenous people sitting in the tables and then discussing, negotiating like them. So that was one of the very particular issue on this platform we get in Marrakesh. And through this one, so indigenous peoples get a decision proposed by the COP presidency. And in this decision, we ask to have certain kind of things. One of them is how we can have a submission of the countries, of the UN agencies, NGO-friendly, who can make a submission on how they think that the platform should look like. So after this, we said, okay, we would like to have a consultation, a dialogue discussion during the May meeting when we can be the co-chair with a SAPSTA chair. And then thirdly, we say how we can have this discussion going forward, and then we can get a decision on the COP23. So through this Morocco decision outcome, we had an informal discussion, informal consultations. And the first one was hosted by Brussels on behalf of EU countries, and it was Indigenous Peoples Secretariat, and then President, Chair of the SAPSTA, Carlos, were there also. So we discussed, but it was informal, on how we can proceed in the submission that countries are doing. So after that, we come in May, and then there was those submission review on the platform operationalizations. So many organizations put a submission about how they think it's going to work. And we co-chair on 16 and 17 of May, the dialogue of 2 days with the state parties when we discuss all together, like our better understanding of how this platform should look like. So the outcome there was like how we can do the outreach to the countries and how we can make like an agenda from now on to, like from May to COP. So through this, we had a Canada who proposed also to organize for us another informal consultation. And we had this one in September in Ottawa, where indigenous peoples and the state parties meet together and we discuss, and then it's helped also many countries to understand what we need. So through it, we had like to prepare for this COP. And then now in this SAPSTA 47, normally it should be a recommendation coming from the SAPSTA to COP.
and we are expecting like a decision who can come out from the COP by this recommendation who will be given by SAPSTA. So I will take you directly through it. So we had yesterday the first negotiation on this agenda item 13 under the Indigenous Peoples and Local Community Knowledge Platform. So the two co-facilitators, one of them is from Japan, another from Grenada, so they are the one who facilitated the negotiation. And then we will have this during all the first week. Probably we can reach to a good decision. The next one must be tomorrow if you are interested. And normally it's open to, it's for the country, then normally it's open for the observer. So let us see if it's going to be a continuity tomorrow. So just the overview of the key topic that we have in the platform. So it's the knowledge, the capacity for engagement, and then the climate policies in action. So in the knowledge, we say how the platform can provide a space for documenting and sharing experience and best practice. So it's not this knowledge is going to limit it to the website, but this is the idea of indigenous peoples that is have to be reached into the implementation level where at the national, local, and the regional level it can work. So for the capacity engagement, like how the platform can build the capacity of indigenous peoples and local community to help enable their engagement of the UNFCCC negotiation and other relevant process and in order to implement the Paris Agreement. So the capacity building in the discussion is come out that we need to reinforce the capacity of indigenous peoples at the UNFCCC negotiation, but also outside because we have many other conventions related to this, to environment. But for indigenous peoples, we think it's not like they reinforce our capacity because our knowledge, we also need to reinforce the capacity of the state and other stakeholders who do not know or understand our knowledges. So the third one on the climate change policies, we said the platform can facilitate the integration of the diverse knowledge system, practice, and innovations. So this is relevant to all the climate action because decision for us now it's like finished because country agree on the Paris Agreement and we have the decision how we are implemented. So these need to be engaged in each action and program. For example, in the NAPS, in the NAPAS, in NAMAS, in NDCs that my colleagues here present. So we need to integrate this one in order to present it better. So here is just like the overview of the platform negotiation from Paris through Marrakesh to here. So just like in practice, I would like to share with you my personal experience on how we can use the platform at the local and national level, how it can help the peoples to really copy with mitigation and adaptation of this climate impact. So as you can see just in the photos, I'm giving you just one example here. So it's about the 3D participatory mapping. This one of the exercise where very early before we come to the Paris Agreement, and that help us to put it also into the Paris Agreement. So how we can use the indigenous people's knowledge and science knowledge together to get adapt and mitigate. So the photo in my right, I don't know if it's your right, like the guy with the small pins in the map, and the one in the middle, this is one photo of the 3D mapping. So we are calling participatory because it's engaging young generation, women, men from the communities, and also the science knowledge to come together. So like indigenous peoples, most of us didn't went to school, but we do have the knowledges. So you don't need people who went to school before to build the map. So when we build the map with them, it's sharing experiences, but it's also figuring out the knowledges. So we document the knowledge, and community have the right to really say we want to share those knowledge or we want to keep this one because our safeguard there is no one who can steal it. But we can document it in order to transfer it because most of indigenous people's knowledge are oral.
So then, like, we have always the consultation between communities and how they move and how those knowledge can better help them. In another example, we have like the work we are doing with UNESCO on indigenous people's traditional knowledge on weather casting. So in this one, we have like a platform of meteorological peoples, and then the politician through Ministry of Environment, of Water, of Agriculture, and then the indigenous peoples. And we sit down, we say, okay, we are going to focus on the weather casting. So, of course, at the community, they do not have like a smartphone and internet all the time to check the app to see it's going to rain or it's going to be cold in Bonn. You have to take your heavy jacket. So, but we have the natural apps, many of those apps. So, it's through the trees. I'm giving you like 2 or 3 examples. So when we want to see when the rain season next year is going to be heavy or not, so we observe from certain kind of birds who build them homes in the branch. So when the year that they build them home in the branch like next to the water, we know that the next season is not going to be a good rain season. Because, of course, they don't want them home get flooding, but they know. And the year that they build it in a little bit up, we know it's going to be like a heavy rain. That help us to plan like the next year. But we also not like limiting to one thing, so we look through another issue like how we can use the trees. The trees at the end of the rain season, they have flowers, they have fruits, and then you can check through the fruits, which kind of fruit and how they are making the provisions. So that also allowed us. But we also observe from the weekly where like we observe the wind, the direction of the wind. If the wind after the rain season, it starts to coming from south to north or north to south, if the wind is heavy, if the wind is dry, that we know exactly is helping us to see the next coming season, if it's going to be like a good season or not. So those kind of examples, we figure them out. And then we document it, and it helps us to get adapt and mitigate like as concrete way because we don't have any other solution to do. So just I would like to end this presentation by telling you what as indigenous peoples we want for this COP23. As I taught you in the first slide that's supposed to be by Regina, there was 3 issues. So we are expecting in this COP23 how we can have the full and effective participation of indigenous peoples. As you know, we are part of the 9 major groups. So all those major groups have the status of observer. But as indigenous peoples, we have a big value add to the negotiation, but also to the climate solution as implementations. If we just are keeping up as our status as observer, so who are going to talk about these knowledges? And who are going to say to the state, no, this is not the right decisions? So we wanted to have this full and effective participation by sitting in the tables and then discussing with the state and helping them to take the decisions. Because of course they are the state, the copy for them, they take the decision, but we can help them by sitting next to them and then expressing ourselves. And secondly, how we can have this? We say we have to have a structure. We can call it open-ended working group, we can call it whatever, but for us the most important that this structure must represent the 7 regions of indigenous peoples. And this structure needs to have also a representative from government, of course, because it's not a dialogue between indigenous peoples, that we have it, thank you, but it's a dialogue between all of us as country and indigenous peoples. And this structure must have like a co-facilitators or co-chairing. We don't mind about the technical word, but how it's work. So representative from indigenous peoples, at least 2, and then 2 co-facilitators, and where we can have like the gathering of each year to give a record and report, and how this one can be linked to the
plan, program, project that will be implemented. So what we expect again is about the funding, because all this cannot be worked without funding. We have the financial mechanism around all the UNFCCC who have only window for this step. How we can have like a special voluntary fund from government who can be set up to facilitate the full and effective participation of indigenous peoples through this UNFCCC process. And then how this fund can allow it a focal point who can be based on the Secretariat, working, dedicated his time for indigenous peoples, who can help to work with the 7 regions in order to create a program on indigenous peoples. And how we can sustain this one to be like a big funding who can get the access for indigenous peoples, to do not limit ourselves to the international, just talking and writing papers, but to the real action on the ground for implementing the real project. And then that's just, this last one is Hindu Talk. So how, if we do that, we said by 2020 there is a target. If we set up all operationalization of the platform by 2020, as Hindu, I can say by 2030, as indigenous people, we can put a target and then start to see the balance of what we reach and what the knowledge of indigenous peoples resolve as solution. And that will be achievable because indigenous peoples are ready and it's our home. We have to fight for it. And we are counting in all the states who are present here to be at this negotiation, support us, and get this decision done here in order to start a new process for the next year. Thank you very much, Chair. Thank you, Hindu. Maintenant, je donne la parole à notre ami du Burkina Faso, Idrissa Zeba, qui est le coprésident du comité de pilotage mondial du mécanisme spécial de dons en faveur des peuples autochtones et communautés locales, un programme supporté par la Banque mondiale. À vous la parole. Merci, monsieur le modérateur. Oui, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole après donc ces brillants exposés qui plantent bien le décor pour un peu parler d'exemples concrets, j'allais dire de programmes conduits par des peuples autochtones, des communautés locales, au service des communautés locales et peuples autochtones. Il s'agit du programme DGM, mis en place dans le cadre, par la Banque mondiale, dans le cadre du Fonds d'investissement climatique, et qui est en exécution depuis 2015, qui va se poursuivre jusqu'en 2020. Alors, c'est un programme qui vise essentiellement à renforcer la participation des communautés locales et des peuples autochtones dans les processus RED+, au niveau national, régional et international. Donc, avec cet objectif, le DGM, il est composé de deux parties essentielles. Une première partie qui s'exécute dans des pays, donc des programmes pays. Actuellement, il y a 14 pays qui mettent en œuvre le DGM, qui se répartissent entre l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. En Afrique, il y a 6 pays, dont le Burkina Faso, mon pays. Il y a ensuite une composante internationale qui s'exécute au niveau global par Conservation internationale, qui est l'agence d'exécution mondiale. Et cette composante, j'allais dire, travaille plutôt sur les questions d'échange, les apprentissages, les échanges de connaissances, le renforcement des capacités des peuples autochtones, communautés locales et de leurs organisations, réseaux et alliances respectives. Alors, on m'a demandé de donner donc quelques informations sur le DGM du Burkina Faso.
comment il se déroule, quels sont ses liens avec justement le gouvernement et comment la coordination se fait au niveau national et de parler en quoi la plateforme qui est en cours de discussion peut être un moyen pour justement le DGM de mieux asseoir, j'allais dire, ses missions et ses objectifs. Alors, il était prévu que je parle du CDN du Burkina Faso, mais je pense que ce point a été largement couvert par le représentant du gouvernement, M. Ouedraogo. Donc, je vais aller directement sur le DGM lui-même. Comme je le disais, la composante du Burkina Faso, qui est une des 14 composantes nationales, vise premièrement à renforcer les capacités techniques et de gestion, mais aussi des compétences des communautés locales. Ça vise aussi à appuyer des initiatives des communautés locales dans le sens du développement d'activités économiques et de gestion durable des ressources naturelles. Au niveau de cet objectif, c'est actuellement une 60aine de projets initiés par les communautés locales qui sont donc financés dans les 5 régions que couvre le programme d'investissement forestier du Burkina et dans les 32 communes, donc zones cibles du programme d'investissement forestier. Alors, le DGM, en quoi il participe, en quoi il contribue aux actions d'atténuation et d'adaptation? Je prendrai juste pour exemple la situation d'exécution de la composante 2 au jour d'aujourd'hui. La composante 2 qui est destinée au développement des activités économiques et de gestion durable des ressources naturelles. Alors, il y a 27 communes sur les 32 qui sont bénéficiaires donc des financements au jour d'aujourd'hui, ce qui fait 84%, donc des communes qui sont couvertes par les interventions du programme d'IGM. Il y a 58 associations et groupements, organisations communautaires de base qui sont bénéficiaires des subventions et qui conduisent donc des projets, des initiatives en matière d'adaptation et en matière d'atténuation. Alors, il y a aussi une autre composante qui concerne les communes. Ce sont des projets communautaires. Dans chacune des 32 communes, chaque projet est doté d'une enveloppe de 30 millions de francs CFA. Et donc, ce sont 30 millions de francs qui sont destinés au développement intégré des communes, mais des actions conduites par les communautés locales au niveau de ces communes. Pour donner un peu une idée en termes de chiffres, nous avons l'année dernière lancé un appel à projets qui a permis de sélectionner 14 projets. Et cette année 2017, nous avons lancé un deuxième appel à projets qui a permis donc de sélectionner 45 projets issus des communautés locales. C'est au total 190 millions pour le premier appel à projet et 382 millions pour le deuxième appel à projet, avec des contributions, bien sûr, propres venant des organisations de peuples autochtones. D'un point de vue gestion durable des forêts et ressources naturelles, je peux citer des exemples donc, de 3 forêts qui sont soumises à une gestion communautaire dans 2 régions, notamment la région de l'Est, précisément dans la commune de Kanchari, et dans la région du centre-sud, dans la commune d'IPLC. Je ne vais pas entrer dans le détail de ce qui est fait au niveau terrain, puisque tout le monde n'est pas familier des noms des communes et des régions du Burkina Faso. Alors, le programme appuie également les moyens d'existence des communautés. À ce niveau, on peut citer comme exemple des unités d'élevage de poules et de production d'œufs, des unités de transformation de graines de néré en Sumbala, etc. Des unités de traitement du miel dans certaines communes, des unités de fabrication de beurre de karité, et puis une unité moderne de tissage de pain à Dédougou.
Alors, comment le DGM est coordonné au niveau national et comment il y a des liens avec le gouvernement? Je dois dire que le DGM est avant tout une composante du programme d'investissement forestier qui est mise en œuvre par le gouvernement. Et au titre de la coordination, je pourrais citer au plan institutionnel des collaborations qui sont effectives avec l'unité de coordination PIF et l'unité RED+. Ainsi, il y a des représentants du DGM qui participent au comité de pilotage donc du PIF et inversement, des représentants du gouvernement qui siègent au comité de pilotage du DGM. Il y a un protocole de collaboration qui est signé entre le DGM et le PIF, à travers lequel donc les concertations, les actions sont menées de manière synergique. De même, il y a une intention de mettre en place un comité national RED+. Nous espérons que les représentants des communautés locales, sociétés civiles siégeront au sein de ce comité national RED+. Au plan technique et opérationnel, le DGM et le PIF travaillent dans les mêmes régions, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les 5 régions du pays. Tout ça pour que des impacts significatifs puissent être produits au niveau donc, national. Et les 32 communes sont aussi, j'allais dire, les zones cibles du DGM, au même titre que du PIF, pour maximiser les impacts. Au plan technique et opérationnel, il y a des synergies qui se développent sur le terrain entre équipes PIF et équipes DGM dans les régions et dans les communes. Nous avons un mécanisme commun de gestion des plaintes et des recours et il y a des actions communales qui sont développées, qui sont appuyées sur le même référentiel de développement que le programme de développement intégré communal pour adresser les facteurs de déforestation. Et il y a des financements qui sont complémentaires et harmonisés entre le DGM et le PIF au niveau de ces communes. Par exemple, le PIF apporte environ 80 millions, si je ne m'abuse, 80 millions de francs CFA à l'échelle communale, pendant que le DGM apporte 30 millions dans chaque commune pour conduire des activités qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont complémentaires et qui renforcent justement les capacités et les moyens de résilience des communautés face au changement climatique. Alors, quelles sont les perspectives à ce stade pour parler de la plateforme communauté locale peuple autochtone? De notre part, la plateforme est une opportunité pour les gouvernements de renforcer leur engagement avec les peuples autochtones et les communautés locales au niveau national, mais aussi international. Par exemple, le dialogue de facilitation qui va s'engager bientôt va ouvrir la possibilité de réviser les contributions déterminées nationales. L'élargissement de la participation des différents secteurs de la société à cette discussion peut contribuer à accroître l'ambition des NDC et à ajuster certains objectifs avant que les pays ne commencent la mise en œuvre de l'accord de Paris en 2020. Un autre exemple, c'est que la coordination de la plateforme qui est proposée avec le GIEC lors de l'élaboration de rapports spéciaux. Les conclusions sur des aspects tels que les synergies entre les peuples autochtones, les droits fonciers, les droits coutumiers pour atteindre les objectifs climatiques du secteur de l'utilisation des terres peuvent constituer des preuves solides pour la négociation dans les années à venir. Au niveau international, nous pensons que la plateforme peut également améliorer la participation et la contribution des peuples autochtones et communautés locales aux négociations. Cet aspect sera très important pour renforcer le rôle des acteurs non étatiques dans ces discussions. Pour revenir au cas du Burkina Faso, et un peu pour compléter ce que M. Ouedraogo avait dit précédemment, il existe déjà la plateforme nationale des organisations de la société civile sur la RED+ et le développement durable, dont j'assure la présidence, en tout cas pour ce premier mandat. Cette plateforme offre un cadre institutionnel approprié qui peut être valorisé dans le cadre justement de cette plateforme globale initiée sous l'accord de Paris. Bien sûr, d'autres plateformes nationales existent,
qui peuvent fédérer pour constituer en tout cas un cadre institutionnel approprié permettant justement de saisir toutes ces opportunités qu'offre la plateforme globale. Nous pensons à la possibilité de mise en place d'un comité national de suivi de la mise en œuvre de l'accord de Paris, qui pourrait inclure des représentants des peuples autochtones comme points focaux de la plateforme globale. Nous pensons qu'il serait aussi intéressant d'organiser annuellement un atelier de mise à niveau. Ça se fait déjà et nous pouvons saluer cet effort continu du gouvernement du Burkina Faso. À l'approche de chaque COP, il y a un atelier national qui est organisé avec toutes les parties prenantes, tous les participants potentiels de la COP, pour justement faire une mise à niveau des participants. Ça pourrait être l'occasion pour faire le bilan en même temps de la mise en œuvre donc, de la plateforme en prélude donc, à chaque COP. Il y a aussi des démarches conjointes que nous pensons qui doivent être initiées dans le sens de la mobilisation des ressources pour permettre l'inventaire, mais aussi la valorisation des savoir-faire des communautés locales. Je m'arrête là. Et en attendant qu'il y ait éventuellement des questions, je pourrais revenir sur d'autres aspects. Merci. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on a eu droit à un tour d'horizon, un point de vue d'un parti, d'un État-parti, le Burkina Faso, avec de bonnes pratiques, de très bonnes pratiques même. On a eu une lecture du processus fait par le Hindou au nom de l'ACNUC, l'UFCCC. On a eu les bonnes pratiques, encore une fois, de la société civile au Maroc et de ce que fait l'AIPAC dans plusieurs régions de l'Afrique. Et puis, on a fini en beauté avec notre ami de la DGM, qui nous a expliqué un peu les opportunités qu'ils offrent plutôt, pour la mise en œuvre pratique, j'allais dire, de la plateforme. Voilà, donc je pense qu'on a eu les 4 avis qui ne sont pas divergents, mais qui sont complémentaires. En plus, Hindou a donné aussi un aperçu de ce qui se fait par la coalition, j'allais dire, pour faire avancer les choses. Je pense qu'on a une vingtaine de minutes pour conclure ce side event. Ce que je vous propose, c'est que peut-être on va faire un petit tour de questions, une seule fois. On va en prendre une poignée, donc peut-être 5 ou 6, puis on donnera à chaque fois l'occasion à l'un des panélistes pour réagir. Donc je prendrai d'abord les interventions. Je pense qu'il y a un micro-baladeur. Qui a une suggestion, un commentaire, une question? Non, visiblement personne. Tout est clair? Soit tout est nul. Non, tout est clair. Moi, je préfère dire que tout est clair. Donc, pas de commentaires de la salle? Pas de suggestions? Donc, si ce n'est pas le cas, je demanderai peut-être à tour de rôle à nos amis d'approfondir un peu leur réflexion. S'il y a quelqu'un? Merci beaucoup. Thank you very much. I'll speak in English. Yes, go ahead. I just wanted to find out what your views are on, or any person, on the NDC guidelines. The discussion around the development of NDC guidelines vis-à-vis the indigenous peoples. Thank you. Merci, thank you. Another question? Notre intervention? Qui souhaite réagir à la question de notre ami, peut-être Hindou? Oui, tu n'as pas beaucoup parlé. Thank you very much. I think this is a great question. I'm going to be honest with you. Personally, I didn't look on the NDC guideline to see vis-a-vis to indigenous peoples. But I know that there are some NDCs who have a reference on indigenous peoples. So like I played a little bit around all of them. I know we have only 19 NDC who mention indigenous peoples. And all the rest didn't mention anything about indigenous peoples. So on the guideline, your questions, so maybe I can ask some of my colleagues who are in the room from indigenous peoples if some of them know about it, and then they can say.
because I think personally it's not holistic for, asking if the countries have to report back on indigenous peoples or on human rights in general or in gender in general. Because those guidelines, from my understanding, generally UN put just a general ideas. So I can tell you maybe how this guideline can be useful for us. It should be revised by putting some criteria how the countries can report back on how they are implementing those activities under the NDCs to reduce the emission, but who can also respect the right of indigenous peoples. Like one of the criteria can be indigenous people's rights, indigenous people land, or something like that. And then how those, if maybe putting indigenous peoples in all the guidelines will be difficult, they can be right-based approach. Because this is part of the Paris Agreement. We have it, and we have a whole article who's saying that. So they must put how they can be report back on human rights, including the indigenous people rights. And that can be helpful to see like the next COP on 2014, when the country will come and give the examples, reporting back, and then they have some data on the impact of indigenous peoples, positively or negatively, and that that they can consider in the next step on implementing INDCs of how they can impact more positively on the right of indigenous peoples. So that's my answer. I don't know if some of my colleagues in the room have the idea about it or not. C'est OK, merci beaucoup, Hindou. Donc, comme je disais, vu qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires de la salle, on a une dizaine de minutes pour conclure. Je vais peut-être refaire un autre tour de table pour demander des précisions à chacun des intervenants. Je commencerai peut-être par notre ami du représentant du gouvernement du Burkina Faso, pas Moussa. Vous avez parlé d'une coopération tripartite, gouvernement, société civile et peuples autochtones ou populations autochtones locales. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de comment ça se passe? Société civile ou, si vous voulez, même le secteur privé. Dans la gestion communautaire, par exemple, des ressources naturelles, tout de suite, mon collègue du Maroc venait de montrer des exemples. Mais il faut dire également qu'au niveau du Burkina, il y a cette coopération tripartite qui fait que les efforts des populations locales sont reconnus en termes d'efforts de conservation au niveau donc des ressources naturelles. Donc il y a par exemple la gestion de la faune et des ressources forestières qui sont concédées et qui sont gérées et suivies donc par des acteurs de la société civile, mais également des acteurs du privé, parce qu'aujourd'hui les ressources naturelles ils ont également une composante économique. Et ce n'est que par la valorisation de cette composante économique-là qu'on peut aussi préserver la ressource et du même coup travailler à la conservation pour réduire les émissions donc, de gaz à effet de serre. Donc au niveau du Burkina, il y a cette gestion tripartite pour la gestion de la faune, l'aménagement par exemple des forêts pour effectivement assurer les intérêts des populations qui vivent autour de ces forêts, mais également travailler à les maintenir de façon durable pour qu'effectivement ils puissent tirer profit. Ça, c'est un exemple qui existe au niveau du Burkina et qui fait que même au niveau donc, des populations locales, ils arrivent à s'organiser à travers donc, des fédérations pour pouvoir défendre leurs intérêts, parce qu'ils dépendent effectivement de ces ressources-là. Et là, il y a des clés de répartition, par exemple des dividendes qui sont répartis entre l'État, entre les communautés et entre, par exemple, les opérateurs privés. Ça, c'est par exemple des cas qui sont très légion au niveau du Burkina. Et je voudrais également profiter, faire un commentaire par rapport à certains aspects qui ont été abordés ici sur le droit, par exemple, des communautés locales. Et une des questions, c'est en ce qui concerne, par exemple, leurs savoirs locaux. De plus en plus, on parle également des droits de propriété. Ça aussi, c'est une question qui doit être discutée à travers donc, ces plateformes pour voir comment effectivement garder le droit de propriété, je ne sais pas s'il faut dire intellectuel, mais c'est ça. Voilà, le droit donc des communautés. Ça, c'est également une question qui peut effectivement être adressée au niveau de ces plateformes-là. Et je pense que c'est un cadre qui permettrait également d'approfondir ces questions. Très bien.
Merci beaucoup. Je me tourne vers notre ami Ahmed Dan et je demanderai vraiment précisément ce que fait. Tu nous as fait un beau panorama, on va dire, des savoirs ancestraux, etc., dans plusieurs pays africains, notamment au Maroc et ailleurs. Moi, je te demanderai vraiment qu'est-ce que fait l'IPAC pour propulser cette belle initiative qui est déjà la mise en place de la plateforme et qu'on sait qu'elle est déjà en état embryonnaire. On est très 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 loin de la concrétisation. Qu'est-ce que fait l'IPAC pour dynamiser, pour ne pas dire dynamiter le blocage qu'il y a? Parce qu'il y a réellement blocage. Merci, M. Marwan. Donc, l'EPAC, il fête son 20e anniversaire. Donc, il travaille depuis 20 ans au niveau de l'Afrique. Et travaille dans plusieurs niveaux, au niveau des droits de l'homme, des droits des peuples autochtones, au niveau de la biodiversité et du changement climatique. Donc maintenant, il se focalise exactement sur l'importance des savoirs traditionnels des peuples autochtones. Pourquoi? Parce que les peuples autochtones maintiennent plus de 90% de la biodiversité. Donc, ils gèrent en quelque sorte 90% de la biodiversité parce qu'ils coïncident dans les zones des grandes forêts de l'Équateur. C'est la raison pour laquelle la communauté internationale s'est rendue compte que l'importance de maintenir et d'introduire les savoirs traditionnels dans la lutte contre le changement climatique. Donc, l'EPAC travaille dans ce cadre et il a fait énormément des ateliers partout dans les pays d'Afrique. Il a contribué à l'élaboration de la plateforme qui est devant nous aujourd'hui. Donc, nos recommandations les recommandations de la plateforme sont très importantes pour l'avenir de la lutte contre le changement climatique et l'avenir de l'humanité, l'avenir de notre globe. Merci. Merci. Hindou, peut-être un double mot. Le premier sur le process de l'INFCCC, de la CNUC, qui me semble un peu... Ah, ça piétine, comment ça marche, qu'est-ce que tu en sais, où on va-t-on? Puis un deuxième sur, en tant qu'avec ta casquette de co-chair, c'est quoi les next steps, c'est quoi les prochaines étapes concrètement? Parce que là, je veux vraiment que tu ailles au concret pour que les amis sachent un peu ce qui se fait. Merci Hamdem, merci Merwan pour la première question. Je crois que où va UNFCCC? Comme tout le monde le sait déjà, at the UNFCCC we had this state parties based negotiation. So all the negotiations are for state, it's not for us. But there is a new things coming, they say there is a dialogue. So we are opening dialogue to link up with all the stakeholders and then opening door more for the private sectors. There is one thing. We are happy really to have the dialogue and discuss. But if it's going to be only dialogue and then we cannot take part on the decision making, it's not making sense. Because it's time for action and we know this emergency, all the catastrophes around the world are not going to stop. It's getting worse and worse. We registered this year a lot of cases. And all of us are worried about the fire around all the forests protecting us, and then flooding, or the hurricane around all the places. And then we also know those dialogue cannot get us if we do not get to the decision making. So then the other things is the open door for the private sector. We are very worried about the conflict of interests. We know most of the private sector have a lot of money to put there. We are very happy they are getting a lot of commitment to change how they are investing. But we are also informed that when they change that because they do not have other choice, they have to change them business for the better benefit. And then we don't want them influence the negotiation because it's always going to be their response benefit does it.
if this benefit is not sharing with us, it's not going to help us, it's going to destroy our environment. To the last questions, the next step for indigenous peoples, it's by 17th of November, having this decision who respecting our needs that we ask for. And then after that, we can have a discussion like the dialogue and things before May. May will be the intercession again. But before May, we need to close this gap in order to refresh peoples and telling them how we can implement it. And when we come to May, we are sure we can negotiate the implementation of this decision of COP24. And then, of course, this platform for indigenous peoples, we don't want to keep it in the box like, okay, we negotiate and we close it. It's ongoing process because climate change is changing, it's ongoing, and we need an ongoing process who can help us to adapt the solution bring by indigenous peoples to be from day to day also in order to get a right result. So those are our expecting next step. We hope that the country can listen and they also, if they are really, really believing to change the life of the peoples, to keep the planet, they are not thinking about how they can get from one step to another one, like from negotiator to a minister, from minister to a president, from, I don't know, as business. If they do not think about this one, they think about the peoples who are behind them. And then they will change it and we can get the right word on ongoing climate change. We can turn in the positive way. Thank you. Thank you. Une dernière allocution peut-être, une dernière intervention de notre ami Idrissa. Vous avez parlé des financements du DGM, du PIF, vous avez parlé du soutien de la conservation internationale. Peut-être élargir un peu plus, j'allais dire, ce spectre. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des perspectives? Est-ce que c'est enough? C'est juste bon avec ses partenaires? Est-ce que juste dire un mot sur le financement? Mon objectif, c'est de vous tirer la langue un peu et de parler vraiment du financement parce qu'on sait que c'est là où il y a le nerf de la guerre. Donner 30 millions à chaque association, c'est très bien, francs CFA. Et avoir 80 millions dans une poste, c'est très bien. Mais est-ce que c'est pas réducteur? Est-ce que c'est jamais assez? Oui, c'est vrai. C'est justement à juste titre que le texte concernant la plateforme qui est en discussion intègre bien la question donc du financement. C'est vrai, le DGM n'est qu'un programme parmi des programmes qui sont initiés au niveau mondial pour soutenir justement, pour accompagner les communautés locales et peuples autochtones dans leur survie, moi j'appellerais ça comme ça, dans leur survie face au changement climatique. Oui, déjà pour le DGM, nous espérons que en 2020, au sortir donc de la mise en œuvre de cette phase actuelle du DGM, nous espérons que la communauté internationale, avec la Banque mondiale, accepteront encore de mettre un peu d'argent supplémentaire pour permettre justement que ce travail-là se poursuive. Mais en dehors de ça, il y a que si les attentes au niveau de la plateforme, si ces attentes-là sont réalisées en termes de financement, nous espérons que ce sera un mécanisme durable pour permettre que l'appui aux communautés locales et aux peuples autochtones puisse se poursuivre durablement dans le temps. Parce que c'est vrai, il faut, je pense, sortir de ces cycles de projets pour asseoir quelque chose de définitif et de durable en termes de financement en destination des peuples autochtones et communautés locales. Et la plateforme est le cadre approprié, à mon avis. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants. Merci au public. Je tenais à remercier ceux qui ont supporté la tenue de ce side event, notamment Conservation Internationale,
notre ami Louise qui est là. Et merci aussi au gouvernement du Burkina Faso, aux représentants des autres gouvernements qui sont présents. Et je vous annonce qu'il y a un autre side event qui suit, qui est organisé par l'UNESCO. Donc vous y êtes les très bienvenus. Merci pour votre attention.